Si je peux faire ça, c'est que je peux tout faire dans la vie. Parce que je pense en fait, tu sais ce que c'est le processus d'échouer quelque chose et puis d'essayer de nouveau et d'échouer de nouveau et de se relever, d'essayer de nouveau. Ainsi de suite et ensuite de réussir. Quand je l'ai vécu, le processus, ça m'a changé. Ça m'a changé physiquement, mentalement. Je pense que ça m'a changé mon ADN, frère, parce que j'avais jamais vraiment compris qu'en fait, tu peux échouer 1000 fois, mais si tu t'arrêtes pas, tu vas réussir. Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nikki qui nous vient de Californie aux États-Unis. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Nikki. Salut frérot. Ça va ou quoi ? Ça va mon gars, ça va. Ça me fait plaisir d'être ici. Je te remercie de participer à cette saison 2 du SWA Podcast. C'est un honneur franchement parce que je crois que tu es la première personne qui n'est pas d'origine française qui participe à ce podcast. Du coup, c'est un immense honneur. Je te remercie vraiment d'être là. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques phrases pour les gens qui ne te connaissent pas? D'accord. Alors, moi, c'est Nikki. En réalité, je m'appelle Nicolas Lien. Ok. Mais Nikki Makes sur tous les réseaux. J'ai 29 ans. À la base, je suis libanais. Et ça fait peut-être 10 ans que j'habite aux États-Unis. Okay. Et ça fait à peu près 5 ans et quelques que je pratique le street workout. Et voilà, frérot. Ok, ça marche. Et justement, tu vas nous raconter un peu ton histoire. Tu vas nous dire comment tu as découvert cette discipline. Déjà, comment on appelle ça aux États-Unis? Le calisthenics ou le street workout? Alors, c'est un petit peu entre les deux, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui appellent ça freestyle. Calisthenics, tu vois, c'est un mot très général. Ouais. C'est tout ce qui est poids du corps, body weight. Mais après, ce qu'on fait, nous, en particulier, il y a des gens qui appellent ça freestyle calisthenics et il y a des gens qui appellent ça street workout. Ok, ça marche. Ouais, et honnêtement, je peux te dire, moi, j'y ai pensé, je sais pas lequel des deux, j'utilise les deux mots. Ils sont polyvalents pour moi, frère. Ouais, en France, on dit beaucoup juste street. On fait du street workout. Ouais. Mais je sais que par exemple, en Espagne, ils disent calistenia, tu vois. Faut dire calisthenics, mais... Donc tu vois, ça dépend un peu des régions du monde, c'est marrant de savoir ça. Du coup, vas-y, explique-nous un peu ton histoire. Comment tu as découvert ce sport-là? Est-ce que c'est... tu te promenais, tu as vu un mec faire le drapeau? Est-ce que tu as découvert ça sur les réseaux sociaux, etc. Et pourquoi tu as commencé? Ok, bah écoute, je te raconte. J'essaye de garder ça un petit peu bref parce que c'est une longue histoire, mais en gros, je suis tombé sur le street plusieurs fois. Tu vois, je suis d'abord en, je pense, 2008, quand les premières vidéos de Bar Stars et je sais pas quoi sont commencées à sortir. Je suis tombé dessus, mais pour moi, c'était genre, c'est impossible ça. Tu vois, je suis tombé dessus sur YouTube random, tu vois, juste comme ça. Des années ont passé. Je suis tombé, après, il y a Frank Medrano, il a sorti une vidéo aussi, 2012, 2013, je suis tombé dessus, mais c'était encore un truc, genre ça m'impressionnait de loin, mais c'était jamais, ah ouais, moi je vais faire ça. Et je te dis la vérité, donc moi, avant mes 18 ans, j'étais skater. Je faisais du skate, c'était ma vie, tu vois, je voulais vraiment être skater professionnel, je faisais du skate et du snowboard, un petit peu. Mais au Liban, les activités comme ça, c'est un peu chaud, frère, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de skatepark. La neige, c'est 2 mois par an, tu vois, c'est le Moyen-Orient, il ne neige pas beaucoup. Donc, j'étais vraiment passionné par les sports freestyle depuis un petit âge, un jeune âge. Mais c'était vraiment chaud de démarrer, tu vois. Je faisais du skate tous les jours, c'était ma passion. Mais pour devenir pro, c'était, tu vois, c'était un rêve qui me semblait très, très loin. Ouais, c'était difficile. Mais bon, tu vois. Ouais, c'était difficile à la base. Mais de l'âge de 10-11 ans jusqu'à peut-être 17-18 ans, j'étais vraiment à fond dedans.
Et je m'améliorais. Mais à un moment, vers les 16-17 ans, je sais pas, mec, j'ai commencé à sentir que ça allait pas être possible pour moi. Tu vois, mon rêve, c'était de devenir pro et je sentais que ça allait pas être possible. En même temps, des petits soucis de famille, tu vois, mes parents se sont quittés, j'étais un petit peu avec la mère, avec ma maman, et puis quelques années plus tard, j'étais avec le daron et la belle-mère, et c'était un petit peu chaud à la maison. Commençais à me perdre un petit peu dans les conneries, frère, tu vois. Je vois. Tu vois, vas-y, je vais tout dire, on est là, donc on va tout dire. C'était un petit peu, tu vois, sortir, la drogue, les conneries dans la rue, tu vois. Euh, et je me suis un petit peu perdu vis-à-vis du sport. Et je suis rentré dans une période un petit peu sombre, tu vois. Et ça m'a pris quelques années, tu vois. Je me suis perdu dans cette période pour quelques années. Et dans les environs de 2012, à ce moment-là, j'avais 20 ans. Donc de l'âge de 17-18 ans jusqu'à 20 ans, j'étais un petit peu, excuse-moi pour le mot, mais j'étais dans la merde, tu vois. Ouais, non, mais ça se dit, hein. Ouais, les conneries, les drogues, les petits crimes à droite et à gauche, des trucs un petit peu débiles, tu vois. Ok. Et à 20 ans, alors moi j'ai tout le temps eu de la chance parce que je sais pas si tu vois les gens qui regardent ça ils savent, mais le Liban c'est un pays qui a vécu une longue période de guerre civile de 1975 jusqu'en 92-93 quand je suis né. Et dans ce moment-là, ma mère, elle avait quitté le Liban pour aller aux États-Unis. Ok. Et durant ce temps-là, elle avait reçu ses papiers pour les États-Unis. Donc moi, quand je suis né, par subséquent, j'ai reçu les papiers à travers ma mère, tu vois. Donc j'avais tout le temps cette option dans ma tête. Bah, un jour, je peux me barrer aux États-Unis, un jour, je peux me barrer aux États-Unis. Alors, durant cette période-là, 2012, j'avais à peu près 20 ans et c'était vraiment chaud au Liban pour moi. J'étais rentré dans un petit peu trop de conneries. Je sentais que j'allais me faire choper ou j'allais me faire quelque chose, donc je me suis barré. Tout de suite, j'ai pris mes affaires et ma relation n'était pas très bien avec mes parents, n'était pas très bien du tout avec mon papa, avec qui je vivais. Alors, je me suis barré tout de suite aux États-Unis, j'ai pris mes affaires et c'était un peu chaud les premiers 6 mois aux États-Unis. J'avais un ami du Liban qui m'a accueilli et je m'étais posé chez lui. C'était au Colorado. J'étais même pas en Californie, j'étais pas à LA, j'étais dans une autre ville. Mais tu vois, mon mindset, les conneries que je faisais au Liban, c'était le même mindset. Donc en fait, j'ai pris mon mindset et je me suis enfui du Liban avec, en pensant que j'allais m'enfuir de mes problèmes. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai passé, tu vois, après les États-Unis, c'est un petit peu plus comme la France par rapport au Liban. C'est pas un pays du tiers-monde, frère. Ça blague pas, tu vois. Si tu fais des conneries, la police, les trucs comme ça blague pas. Donc, voilà, tu vois, 3, 4, 5 mois aux États-Unis, et je me fais choper pour un truc, une petite connerie de drogue, de trucs comme ça. Ouais. Et je rentre en tôle pour la première fois. Et moi, j'ai esquivé la tôle au Liban et je suis arrivé aux États-Unis. 3 mois plus tard, je suis rentré en tôle, frère. T'avais quel âge là? 20. J'avais pas 21 encore. Je rigole, mais c'est. Je me fous pas de Ouais, toi, c'était chaud, frère. C'est une sacrée histoire. Ah ouais, tu vois là, maintenant, 9 ans plus tard, on regarde ça, on peut rigoler et tout, mais tu vois, dans le moment, Sur le moment, c'était ouais, chaud, évident. frère. C'était chaud parce que j'étais tout seul, j'étais aux États-Unis, j'avais pas vraiment, tu vois, j'avais mes parents, mais ils étaient pas aux États-Unis, frère, ils savaient même pas ce que je faisais, tu vois. C'est une grosse histoire, tu vois. Un jour, je raconterai l'histoire en détail, mais c'était chaud, frère. Ok. Être en tôle, pas pouvoir communiquer avec personne. Littéralement, frère, tu vois, ça m'a brisé un petit peu, tu vois. Ça m'a mis en contact un petit peu avec moi-même, tu vois. J'ai pas honte de le dire, j'ai prié, frère. Je me suis dit, putain, tu vois, aide-moi, Dieu, aide-moi. Et si je m'en sors, je vais changer ma vie. C'est comme ça, T'es tu resté vois. combien de temps? 11. 2 semaines, frère. Ok. C'est pas, tu vois, c'est pas grand-chose, mais C'est une ce qui m'a correction. ce qui m'avait fait peur, en fait, c'est que je savais pas combien de temps j'allais rester, parce que le système aux États-Unis, c'est tu rentres et tu vois le juge. Ensuite, ils te disent ce qu'il faut que tu payes pour sortir. Mais moi, pour que je paye, il fallait que quelqu'un sache où je suis. Et mes parents, ils savaient pas. Donc, en fait, c'était l'incertitude.
Tu vois, j'étais assis en tôle et je savais pas si mes parents allaient découvrir que j'étais en tôle. Et tu vois, c'était super chaud comme ça. Et ça m'a un petit peu brisé le mental, tu vois, surtout... tu vois, après tout ce qui s'est passé avec moi dans la vie, j'avais un peu la rage. C'est ça, c'est pour ça que je faisais des conneries, c'est que j'avais la rage. Et je savais pas que je me faisais mal à moi-même, tu vois. Mais tu vois, ces jours-là que j'ai passé dans la cage, soi-disant, vraiment, ça m'a remis en contact avec moi-même et ça m'a aidé à penser, genre, tu fais quoi de ta vie, frère? Tu fais quoi de ta vie, tu vois? Tu sais combien il y a de gens dans ton pays qui sont stuck, qui sont... Tu vois, ils se tuent pour l'Internet, frère, ils se tuent pour quitter le pays. Et toi, tu as la chance de quitter et tu fais quoi? Tu vois? Donc, ça m'a... Tu t'es remis en ça question. m'a bien... Ouais, ça m'a bien remis en question. Et je me rappelle très bien, tu vois, je me suis mis, j'ai regardé l'au-delà. Je sais pas si les gens qui regardent, ils sont croyants ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas trop dans, tu vois, les religions organisées. Mais je me rappelle, j'ai regardé l'au-delà et j'ai dit, bah écoute, tu me sors d'ici et je te promets que je change. Et frérot, même pas le même jour, je suis sorti. Tu vois, ma mère, elle a reçu un appel, je sais pas comment ça a marché. Okay. Me demande pas, mais je suis sorti et vraiment, genre, j'ai tenu ma promesse. Tu vois, je me suis dit, c'est fini les conneries. Je me suis mis au boulot, je suis rentré à la fac. Je me suis fait accepter dans une fac aux États-Unis. Je commençais à bosser l'audiovisuel. Mais entre-temps, je faisais même pas de sport encore. Tu vois, j'étais encore en train de me remettre à la vie normale. Je me suis dit, vas-y, je vais faire plaisir à mes parents, je vais faire les études. Et je faisais un petit peu de musique à droite et à gauche. J'étais tout le temps dans le hip-hop. Tu vois, les trucs urbains, ça m'a tout le temps appelé. Les trucs street, c'était tout le temps freestyle, street, c'était dans mon cœur, tu vois. J'ai fait ça et là, j'ai commencé les arts martiaux. J'avais 21 ans à peu près. Ouais. Et je sais pas comment ça marche en France, mais aux États-Unis, quand tu sors de tôle, tu fais un truc, ça s'appelle probation. Donc, tu passes peut-être 1 an... tu restes ouais, t'es suivi, exactement. Donc durant ce temps, vraiment, moi je me suis remis à la vie normale. Tu vois, j'avais pas le droit de boire, j'avais pas le droit de fumer, j'avais rien le droit de faire. Donc c'est bien, en fait, ça m'a évité de rentrer dans les conneries. Surtout avec les gens, tu vois, ici aux États-Unis, l'université, c'est la culture de la fête, frère. Les gens, ils se bourrent la gueule, ils sont tout le temps défoncés, tu vois. Je pense bien. Ouais, mais grâce à Dieu, frère, moi, j'ai esquivé tout ça, tu vois, j'ai vécu beaucoup avant de commencer la fac. J'ai commencé à 21 ans et j'ai commencé les arts martiaux en ce moment-là. Et c'est ce qui m'a remis dans le physique, tu vois. Et je faisais de la boxe thaï. J'ai fait de la boxe thaï pendant 3 ans, sérieux. Je voulais pousser ça. Alors, je te dis la vérité, frère, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui, quand je fais un truc, je le fais, genre, quand j'aime quelque chose, je le fais à fond. L'école, c'était pas pour moi, j'étais nul parce que je kiffais pas, mais les activités, les trucs comme ça, quand je le fais, frère. Et alors, la boxe thaï, je faisais ça à fond, et puis, environ 2016, début 2016, février 2016, ma copine actuelle, elle m'a pris pour faire de l'escalade. On est sorti faire de l'escalade. Je suis tombé, j'ai cassé ma jambe. Alors, lorsque j'ai cassé ma jambe, la boxe thaï, sérieux, c'était fini pour moi, frère. Parce que j'ai vraiment, tu vois, mon os s'est cassé en 2 et on a dû me mettre une grosse barrette de fer dans la jambe. Avec des broches avec des vis et tout. Donc, tu vois, pour les kicks, les trucs comme ça, c'est mort, tu vois. Mais, tu vois, j'ai avalé ça. Je me suis dit, vas-y, je vais me remettre, je vais voir la vie, elle me prend où. Et c'est durant ce temps, j'allais chez le kiné, je faisais de la réhabilitation et j'ai commencé à aller à la gym. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à flirter avec le street, tu vois. Ça a commencé avec simplement juste des tractions, des dips et des tractions. Bodyweight. Bodyweight, juste pour devenir plus fort. Parce que, tu vois, quand je me suis cassé la jambe, déjà, moi, les arts martiaux, ça m'avait donné beaucoup de confiance en soi. Alors, quand tu vois, quand t'arrêtes la drogue, t'arrêtes les conneries comme ça, il y a un petit manque de confiance en soi. Moi, j'avais beaucoup de confiance en moi. L'effet inverse, ouais, justement. Ouais. Et exactement. Donc, les arts martiaux, ça m'avait beaucoup aidé avec ça. Mais quand je me suis cassé la jambe,
frérot, passer 6 mois assis sur ton cul à ne rien faire, ça, tu vois, ça baisse un petit peu la confiance en soi. Donc, j'ai commencé à repartir à la gym, je reprenais un peu, je faisais des poids, des trucs comme ça. Et ça m'aidait, ça me donnait un petit boost. Mais je te dis la vérité, le bodybuilding, pour quelqu'un qui a l'esprit freestyle, c'était ennuyant, frère. Ouais, je comprends. Tu vois, c'était un peu nul. Donc, je faisais des tractions, des trucs comme ça. Et ensuite, il y a un très bon pote à moi, c'est mon frère depuis que je suis petit, depuis le Liban, qui toutes les conneries ensemble et tout. Il est venu me visiter aux States. Et lui aussi, il était plus dans les conneries, les trucs comme ça. Donc, on s'entendait bien. Et il m'a dit, hey, je vais te montrer un truc. Et on est sorti en dehors de mon appartement. Il y avait un arbre. Et sur le tronc d'arbre, frère, il tient le tronc et il monte muscle up. Et là, moi, je l'ai regardé, j'ai dit, wow, c'est quoi ça, frère? C'est ça que je veux faire. Ouais, exactement. Et tu vois, tu sais, toi, quand t'as un pote et vous êtes jeune, vous êtes pote depuis que vous êtes jeune, tout ce qu'il fait, toi, tu fais, tout ce que tu fais, toi, il fait. Je dis, vas-y, il a fait ça, je vais le faire. Et je tiens la branche, frère, et je fais ça, et je bloque, frère, ça passe pas. Et je redescends. Et là, il y a eu un petit truc dans ma tête. C'était un petit défi, tu vois. Je me suis dit, écoute, quoi qu'il se passe, je vais faire ça. Et ça m'a pris 3 mois. 3 mois, frère. J'allais à la gym tous les jours. Je faisais un petit peu de sport. Ensuite, je tentais. Je tentais. J'échouais. Et puis, le jour... Alors, je commençais à regarder les tutos, les Chryseria, les trucs comme ça. Comment faire le muscle-up, Excuse-moi. Et puis, un jour... c'est passé. Et quand c'est passé, frère, tu vois, quand Superman il déchire son t-shirt, frère, c'est ce que j'ai senti, tu vois. Je me suis dit, des bonnes sensations. Ouais, si je peux faire ça, c'est que je peux tout faire dans la vie. Parce que je pense, en fait, tu sais ce que c'est le processus d'échouer quelque chose, et puis d'essayer de nouveau, et d'échouer de nouveau, et de se relever, d'essayer de nouveau, ainsi de suite, et ensuite de réussir. Quand je l'ai vécu, le processus, ça m'a changé. Ça m'a changé physiquement, mentalement. Je pense que ça m'a changé mon ADN, frère. Parce que j'avais jamais vraiment compris qu'en fait, tu peux échouer 1000 fois. Mais si tu t'arrêtes pas, tu vas réussir. Tu vois, et c'est ce qui m'a accroché. Lorsque j'ai passé le muscle-up, frère, j'ai su qu'il y avait quelque chose dans ce sport, dans ce truc. C'est à vie pour moi, tu vois. Et là, on était en quelle année là? 2015, tu me dis? 2016. Là, ok. Ouais, donc février 2016, j'ai cassé ma jambe. Je me suis remis de ça juin 2016. Mon poteau est venu me visiter août 2016. Septembre, octobre, j'ai passé le muscle up. Okay. Ça m'a pris environ 2 ou 3 mois. Donc pour moi, octobre 2016, c'est environ le premier jour vraiment où je me suis dit, ok, je suis un athlète qui fait du street workout. Et depuis, frère, tu sais comment ça marche, tu vois, tu commences à suivre les gens sur Insta, tu vois, le handstand, le front lever, le back, la planche, tatati, tatata. Et puis, depuis, frère, c'est du consistant, c'est du tous les jours, tu vois. Ok, donc depuis 2016, t'as jamais arrêté? Jamais. Après, attends, alors j'ai eu une grosse blessure cette année. On pourra revenir sur ta blessure justement après. Bien sûr. Tu as quand même une blessure qui arrive un peu trop souvent, on va dire, chez les athlètes de street workout. Et c'est vrai qu'il faut en parler pour remettre les compteurs à zéro pour certains, pour qu'ils s'en rendent compte. Et du coup, tu m'as dit que c'était ton pote qui t'a fait découvrir, découvrir pas le street workout, mais un move, le muscle up. Et c'est de là où tu t'es dit, en fait, il y a autre chose. Et on va dire que tu as brisé un peu ces barrières mentales en mode, si j'arrive le muscle up, en fait, je suis capable de progresser partout. Ouais. C'est ça qui est ouf. Et du coup, tu as commencé aux États-Unis. Là, t'étais où? T'étais en Californie? J'étais au Colorado. Non, j'étais au Colorado, j'ai réussi le muscle up. Et puis, mon poteau, il s'est barré. Et puis, c'était moi. Et je suis vraiment, tu vois, je me suis lancé. Et en ce moment-là, c'était vraiment mon dernier semestre d'université. Donc, j'étais en train de finir l'université.
Et je me disais, putain, je vais faire quoi dans la vie? Je vais rentrer bosser l'audiovisuel, ce que j'ai étudié, etc., etc. Mais entre-temps, frère, il y avait le street qui me tirait par les cheveux. Et je suis rentré de plus en plus dedans. J'ai trouvé des petites gyms de gymnastique. Et j'y allais pour faire des muscle-up 360, du freestyle. Okay. Donc, moi, je te dis, dès le début, frère, le statique, c'était le premier truc qui m'a... Genre, après le muscle-up, quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du street, voir sur l'internet, voir les gens, le statique, c'était le premier truc qui m'a chopé. Okay. Mais le freestyle aussi, tu vois. Je me rappelle la première vidéo que j'ai vue qui m'a... Tu vois, j'avais vu les Hannibal, les trucs comme ça, mais quand je regardais ça avant, je me disais, ah, c'est impossible, moi, je vais jamais faire ça. Mais là, quand j'étais dedans, j'ai vu King of the Bar. King of the Bar 2015. Et il y avait Sensei du UK. Je suis dedans, mec, je sais pas si t'as vu. Ah ouais? Ouais. Frérot, il faut que je revoie ça. Il faut que je revoie ça. Jay, Small Spartan, dès le début. Ah ouais? C'est moi, mes gamins. Bataille. Ouais, c'est moi, mes gamins. Ok. Du coup, dans cette vidéo-là, tu as pu voir vraiment le vrai freestyle. Et c'est marrant ce que tu me dis parce que tu m'as dit le statique, ça t'intéressait. Mais juste avant, tu m'as dit que tu avais quand même une ADN freestyle avec le skate. Tu as fait du snow, tu étais dans le monde hip-hop, tout ça. Donc, je pense que tu as quand même dû kiffer. Même le freestyle qui avait il y a 5-6 ans. Ouais. C'était pas le même déjà. Mais ouais, c'était vachement... Ça faisait vraiment sport urbain, ça faisait vraiment un freestyle old school. Et c'est ça qui t'a plu? Ouais, je te dis la vérité. Alors, cette vidéo, déjà, il faut que je reparte la voir parce que maintenant, je te connais. Ça va me faire plaisir. Mais ouais, ça m'a ouvert les yeux à ce qui est possible. Et je pense que j'ai adoré le street parce que, tu vois, je te rappelle au début de l'interview, je t'ai dit, au Liban, il n'y avait pas de ressources. Il n'y avait vraiment pas. Pour le skate, il n'y avait pas des skateparks. Mais le street, ce qui m'a vraiment chopé l'attention, c'est que c'est super accessible, frère. Tu n'as besoin que de ton corps et d'une barre. C'est tout. C'est ça. Vois. Et même les pays les plus pauvres, tu peux trouver une barre. C'est ça. Tu vois. Donc, déjà, ça, je sais pas, mec. Tu vois, parfois dans la vie, moi, je suis vraiment quelqu'un... Je crois que il y a dans la vie, tu peux être en harmonie avec la vie ou tu peux être le contraire, tu vois. Ouais. Et je pense que moi, j'ai dû passer par tous les trucs par lesquels je suis passé pour finalement trouver le street à 24-25 ans. Et c'est ce que c'est, frère. Et je suis où je suis et je serais pas là si j'étais pas passé par les trucs par lesquels je suis passé. Oui, voilà. Mais quand j'ai trouvé ça, ouais, exactement. Et quand j'ai trouvé cette vidéo, frère, ça a parlé à mon esprit. Tu vois, j'ai vu ça, j'ai dit ouais, tu vois, il y avait, tu vois, les petits 360 qu'on faisait, les planches, frère Sensei qui faisait la planche, ça, je me rappelle, ça m'avait, tu vois, et dès le début, moi, c'était les deux, tu vois, agilité et statique, les deux, dès le début. Je voulais faire les deux, tu vois. Okay. Et puis j'ai commencé à aller dans les trucs de gymnastique, j'ai essayé les muscle-up 360, j'ai essayé les trucs de l'époque, tu vois, les claps derrière le dos. Je connais très bien, ouais. Et entre-temps, je bossais ma front, je bossais ma planche, back lever, les trucs comme ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que quelques mois plus tard, je voyais sur Insta qu'il y avait une communauté de freestylers et de gens qui faisaient du street en Californie. Donc, Colorado, Californie, c'est 2 heures d'avion. Ouais, quand même. Et ouais, tu vois, c'est pas très... Les États-Unis, c'est énorme, frère. Oui, c'est comme si moi, j'allais en Espagne, donc c'est énorme. Ouais, pratiquement. C'est comme si t'allais au sud de l'Espagne ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, je vois, il y avait... Je sais pas si tu connais Tatted Strength. Ah oui, je l'ai vu plusieurs fois à Paris en compétition. Ouais. Donc il y avait Tatted et lui, j'étais super inspiré par lui parce que il avait aussi une histoire, le type, tu vois. Ça se voyait parce que moi, tu vois, je te dis la vérité, frère, j'ai vécu toute une vie avant le street. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, c'est pas, tu vois, tout le monde est différent, mais je suis pas un gosse qui a trouvé le street à 16 ans et qui a grandi avec le street. Moi, j'ai grandi... Et puis j'ai trouvé le street, tu vois. Donc,
il y avait quelques personnes qui m'ont attiré, surtout Tatted, parce que je savais que le type, il avait toute une histoire, et ensuite, maintenant, le street lui a changé la vie. Et il y avait le WCO. Avant, c'était des gens différents qui étaient dans le truc. Ok. Mais je me rappelle tout le truc, Battle of the Bars, WCO, Tatted Strength, tout ça, ça m'attirait, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y. Excuse-moi, je te coupe. T'as peut-être vas-y, connu Always Go Wide, Swaggy Lee ou des mecs comme ça, quoi. Ouais, Swaggy et JQ et tous les Nasty Bars. Ok, c'est mon Vas-y, époque tu aussi, connais. ça. Ouais, tu connais, frère. Ouais, et il y avait Milton, Califit Millie, et il y avait trop de gens qui... Ouais. Alors je me suis dit, vas-y, ils sont tous en Californie, frère. Moi, je vais en Californie, vacances, tu vois, une semaine. Ouais, et je suis parti. Et frère, c'était comme si c'était, tu vois, comme si c'était le destin, frère. Je suis arrivé, littéralement, la première gym, c'était Tempest. Tu voyais tout le monde postait des vidéos de la gym Tempest. Je suis allé et j'arrive, la première personne que je vois, c'est Tatted Strength. Et je le regarde, moi, comme si j'avais vu, tu vois, un dieu, frère. Et il me voit et tu vois, je le salue, je lui fais, frère, tu m'inspires énormément. Moi, tu vois, je suis nouveau dans le street, mais blablabla, je me suis changé la vie, etc. Et tout de suite, on a cliqué. Et il m'a dit, viens, entraîne-toi avec nous. Et puis, viens à la plage ce week-end, tu t'entraînes avec nous. Et tout de suite, ça a roulé, frère, tu vois. C'était vraiment ce que je sentais que s'était passé, c'est toute ma vie, tu vois, dans le skate, les trucs comme ça. J'ai essayé d'ouvrir les portes et les portes, elles étaient bloquées. Et dans le street, frère, j'avais même pas besoin d'ouvrir les portes, elles étaient ouvertes. Tu vois, c'était comme de l'eau. Alors, je suis parti avec le courant. Tu vois, j'avais rien à perdre. Et au lieu de passer une semaine à LA, j'ai passé 2 semaines parce que j'étais trop content. Puis, je suis rentré au Colorado. Même pas 3 semaines, j'ai mis toutes mes affaires dans ma voiture. Et je me suis barré, frère. Je suis allé à LA. Ça, c'est bon, ça. Putain, ouais. Le rêve américain. Vas-y, excuse-moi. American Dream. Je me suis dit, écoute, frère, t'as quoi à perdre? T'as quitté ton bled, t'as quitté ton pays. Tu vois, t'es venu aux États-Unis. Vas-y, tu vois, si tu le sens. Écoute, moi, je te dis, frère, j'ai tout le temps été quelqu'un de... C'est comme je t'ai dit avant, mec. Si je le sens, si l'énergie, elle passe... Et je le sens, j'y vais, tu vois. Donc, je suis parti. Et c'est comme ça, je suis venu ici, je me suis installé. J'avais un petit job, tu vois. Je faisais des petits jobs à droite et à gauche. Et j'essayais vraiment de décoller dans le street. Et c'est là où j'ai commencé à progresser, tu vois. Je commençais à poser des 360, des trucs comme ça. Ma straddle, elle arrivait. Ma front, etc. Et... en fait, en ce moment-là, c'est là où j'avais rencontré mes ex-coéquipiers, les gens avec qui moi, je faisais partie d'une team, on y arrivera, mais c'est là où je les ai rencontrés. Et on s'était entraînés ensemble quelques fois. Et ils m'avaient dit, hey, tu veux join la team? J'ai join la team. Et j'ai vraiment commencé à progresser, beaucoup, tu vois. Okay. Et peut-être... Alors là, ça faisait peut-être 1 an, à peu près 1 an, j'étais dans le street et ils m'ont poussé, ils m'ont fait vas-y, tu fais ta première compète. Alors, on a une grosse compète ici à LA, à Venice Beach. Ça s'appelle la Venice Beach Bar Jam. Okay. Et c'est une compète de 2 jours. Premier jour, c'est set and rep. Deuxième jour, c'est freestyle. Et je me rappelle, je m'étais enregistré dans la catégorie intermédiaire. Et premier battle, je me suis fait défoncer, frère. J'ai perdu. Premier battle. Mais, tu vois, ça m'a pas... Tu vois, j'étais un peu plus âgé, frère. En ce moment-là, j'avais 25, 26 ans. Tu vois, je me suis dit, d'accord, vas-y, c'est comme ça. Je me suis posé, j'ai regardé. Et puis, j'ai vu, tu vois, c'était un tournoi. Donc, tu vois, les quarts de finale, les semi-finales, c'était super hype, frère, super chaud. Les gens, ils posaient des trucs. À l'époque, frère, poser un 540, c'était... Tu vois, c'était... C'était qui les mecs de l'époque, là-bas, qui étaient super forts? Dans cette compète particulièrement, c'était Thomas. C'est mon ex-coéquipier. On était dans la même équipe. Et je me rappelle, je l'ai vu à Thomas. Mais à l'époque, là, Thomas, frère, il avait 17 ans. Tu vois, donc j'avais tout le temps ce petit doute dans ma tête.
peut-être je suis trop vieux, tu vois. Peut-être je suis trop vieux. Parce que tout le monde... Ouais, maintenant je te dis non. Je suis d'accord, tu vois. Mais à l'époque, là, je me disais, peut-être, mais je faisais pas ça, tu vois. Je faisais pas ça pour être le meilleur au monde. Tu vois, don't get me wrong, like, j'aime bien être fort en street, j'aime bien être un des meilleurs, mais je faisais ça parce que ça m'a changé la vie, tu vois. Je faisais ça parce que c'est le truc qui m'a vraiment, tu vois, ça avait une place dans mon cœur. Genre, je faisais ça parce que j'aimais ça, plus que pour être le meilleur. Donc, c'était une passion. Hein. Ouais, donc j'ai pas vraiment lâché quand j'ai perdu ma première compète. J'ai observé, au contraire, ça m'a chauffé encore plus. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais baisser la tête et je vais bosser. Je vais faire du street. En même temps, je faisais mon travail de côté. En ce moment-là, je sentais pas que j'avais les prérequis pour entraîner les gens, tu vois. Donc, je faisais pas d'argent du street jusqu'à ce moment-là. Okay. Donc, en ce moment-là, on est en train de dire 2017, été 2017. Ça faisait 1 an que j'étais dans le street. Je me suis dit, vas-y, je vais baisser la tête et je vais bosser. De 2017 à été 2018, j'ai fait que m'entraîner et travailler. M'entraîner, travailler. En ce moment-là, je commençais, tu vois, ma straddle, ça va, tu vois. À l'époque, on savait pas trop c'était quoi la clean form, les trucs comme ça, mais tu vois, je passais la straddle bien, je m'entraînais pour une full super moche, mais vas-y, une full. Et les petits trucs comme ça, le freestyle, ça s'est amélioré, les 360, les 540, les shrimp flip, les trucs comme ça. Et 2018, je me suis dit, vas-y, je refais la même compète. J'ai pas fait de compète pendant 1 an. Okay. Et puis 2018, j'ai refait la même. Muscle Beach Bar Jam. Et cette fois, j'ai fait catégorie pro. Et frérot, j'ai gagné tout le truc. J'ai gagné le tournoi. T'as gagné le tournoi? Ouais, j'ai gagné le tournoi. Ok. Attends, 2 secondes, je te montre. Montre les trophées. Ouais, balance les trophées là. Je vais te montrer celui-là en particulier. Parce que celui-là, il me tient à cœur beaucoup. C'est le Calisthenics Jam 2018 de Muscle Beach. Et c'est trop stylé, ouais. Mais c'est écrit Muscle Beach sur ouais, la coupe. C'était le moment qui a vraiment, tu vois, ça m'a... C'est pas que je manquais de confiance en moi-même, mais j'avais tout le temps des doutes, genre, peut-être je suis trop vieux, peut-être je suis trop lourd. Je sais que c'est débile, mais tu vois, moi, je suis dans les 75 plus, déjà, kilos. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai 29 ans, frère. Mais à l'époque, j'avais peut-être 27. Quand j'ai gagné le tournoi, j'avais 26 ou 27. Ouais. Et les gens que j'ai battus, je pensais jamais que je pouvais les battre déjà. Tu vois. Et ils avaient tous moins que 21 ans, frère. Tu vois. Ah ouais. Donc ça m'a fait quelque chose. Ça m'a dit, écoute, oublie toutes tes petites excuses que tu te dis et quoi que ce soit. Et vraiment, tu vois, ça c'est comme je t'ai dit, moi je repère les signes, frère. Tu vois, quelqu'un peut dire que je suis fou, que je vois des signes quand il n'y a rien, mais moi c'est comme ça que je vois le monde. Et je suis arrivé jusqu'ici en regardant le monde comme ça. Donc j'ai repéré ça comme un signe et je me suis dit, écoute frère, fonce, tu vois, fonce, mets-toi dedans. Et cette compète, ça m'a ouvert beaucoup de portes, tu vois. Il y avait des marques, les marques qui ont sponsorisé le truc, qui commençaient à me donner des trucs, je commençais à rentrer plus dans l'Insta, je me suis fait 1 ou 2 clients qui voulaient que je les entraîne, tu vois. Donc ça m'a décollé un petit peu. Et puis ça m'a permis de faire ma première compète pro Battle of the Bars 2 mois plus tard. Le combien? Donc Battle of the Bars, je vais dire 21, je pense, ou 22. C'était à San Jose en été 2018, 2 mois après que j'ai gagné le truc à Muscle Beach. Je me suis entraîné comme un fou, frère. Mais, tu vois, écoute, moi, j'ai pas une histoire de... comment dire, j'ai pas une fairy tale, genre j'ai tout gagné tout de suite. Non, c'était pas comme ça, frère, tu vois. Mon premier Battle of the Bars, j'ai perdu premier battle contre Califat Millie. Ok. C'était un bon battle, j'ai essayé de poser autant que je pouvais, mais le gars, il m'a battu. Et moi, je manquais d'expérience et de maturité en termes de comment se comporter dans un battle. Ouais, mais c'est complètement normal, ça aussi. Hein.
Ouais, exactement. Donc, mais ça m'a pas découragé, frère. J'étais à fond dedans. Excuse-moi. Alors, j'ai perdu le battle contre Milton. Mais à ce moment-là, j'étais déjà à fond dedans. Je commençais à faire un petit peu d'argent du street. Tu vois, j'entraînais 2-3 personnes. Ok. Et puis cet été-là, je me suis barré au Liban pour voir la famille. Et on m'a proposé de faire le championnat du Liban. Et alors, j'ai fait le championnat du Liban. Vas-y, je vais pas ramener encore des trophées, mais j'ai pris 3e. Ok. J'ai pris 3e au Liban, mais c'était super cool de voir qu'il y avait une communauté de street au Liban. Mais c'était... Alors, je te dis ça, et après, je suis sûr qu'on va parler un peu plus du street aux États-Unis, mais le Liban, les États-Unis, c'est une culture très différente de street. Le Liban, c'est beaucoup plus dans les skills et beaucoup plus dans la force. Ok. Le freestyle, c'est minime. Ici, c'est le contraire. Tu vois, ici, je dirais c'est 60% agilité. Et je sais que ça casse les couilles à beaucoup de gens, ça. Et on parlera de ça un petit peu plus tard parce que moi, je suis en train de vraiment bosser. En France, c'est très statique aussi. Hein, mais, Ouais, je sais. Et moi, en tant que fan de statique, tu vois, j'aime ça. Mais alors j'ai beaucoup à dire à propos de ça. Je suis sûr qu'on de toute façon, on va retouchera revenir le après sujet. justement Exactement. sur le street comme ça. Exactement. Mais alors, je te finis le parcours. Mais alors, ouais, vas-y, ouais. J'ai fait la compète au Liban. Et puis, je rentre aux States fin été 2018. Et c'est là où, je sais pas, les choses ont commencé à changer pour moi. J'ai commencé tu vois, sur le téléphone, connaître un petit peu la communauté internationale. Les Européens, je commençais à suivre des Européens, des trucs comme ça. J'avais tout le temps suivi 2-3 personnes grâce à la vidéo King of the Bar. Okay. Je suivais Sensei, Small Sparta et tout le monde comme ça. Starboy et Courage, ensuite... peut-être Courage, un petit peu, oui, je suivais, tu vois, mais Vicky Santoro. Vicky. Pour moi, Vicky, frère, surtout quand la vidéo 2016 est sortie, il y avait Vicky dessus. Vicky et Eric, j'étais passionné par leur statique. Et en 2018, je suis tombé sur une vidéo super random, un vlog de Nordine qui n'est plus sur YouTube de nos jours. Ah. Ouais, parce que j'ai essayé de le retrouver, je ne le trouvais pas. Et c'est Vicky en train d'expliquer à Eric c'est quoi la protraction et la rétroversion. Et frère, quand j'ai trouvé ça... Ça me dit quelque chose, cette vidéo-là. Ouais, je regardais tout. Donc, ils étaient posés dehors quelque part à Cologne ou je sais pas où, frère. Et il était en train vraiment... Il y avait Vicky et Gadji Atarov. Ils étaient en train d'expliquer à Eric comment faire la planche correctement. Et déjà, moi, voir quelqu'un expliquer quelque chose à Eric, ça m'a chamboulé la tête, frère. Tu vois, je regardais... C'est le monde à l'envers, hein. Ouais, il se passe quoi? Mais j'ai commencé à remarquer qu'en fait, les planches, c'est pas, tu vois, c'est pas le cul dehors et les trucs qu'on faisait. Il y a une méthode et il y a une façon il y a une qualité. Et c'est là où j'ai commencé à changer un petit peu. Et j'ai changé par rapport à la culture des États-Unis et j'ai commencé à focus un peu plus sur la forme. Okay. Et je pense que ça a enclenché un changement dans toute la culture ici aux States. Genre, parce que après j'ai expliqué ça à mon pote, j'avais un pote Mauricio qui est maintenant en Équateur et Thomas, je me rappelle, on s'est posé à Venice Beach et je leur ai dit regardez cette vidéo frère, il faut qu'on change, il faut qu'on fasse la planche comme ça, blablabla, blablabla. Et puis on a commencé à changer et c'est vers les fins 2018 j'ai unlock ma full planche un petit peu plus clean et je pense que pour moi, début 2019, c'est où je commence à me qualifier à vraiment genre un meilleur athlète en street workout. Tu vois que j'ai passé le cap intermédiaire, à mon avis. Je vais pas dire élite pro, non du tout, même pas maintenant, mais avancé, tu vois. Et les flows, ça passait plus, tu vois, les combos, les trucs comme ça. Et c'est vers début 2019, mon pote Mauricio, duquel je te parle, son visa, il avait fini l'école, donc son visa aux États-Unis s'était terminé. Il est rentré dans son pays, en Équateur. Il m'a dit, frère, je vais ouvrir un gym, tu viens m'aider? Je lui ai dit, vas-y, j'y suis.
j'ai pris mes affaires, je suis allé 2 mois en Amérique du Sud. Et là-bas, frère, vas-y. La salle dont tu me parles, c'est pas le fameux centre de street, là? C'est les bars bleus. Ah ouais, c'est ça? Ouais, Mec, c'est nous, frère. C'est le temple. Ouais, frère, c'est nous, frère. On a, Ah tu ouais, vois, on t'es a. sur le projet. Waouh, ok. Frérot, je te C'est dis, ouf. ce canapé-là, on était assis sur ce canapé, moi et Maury, le owner. J'ai sorti mon carnet de notes. Comme ça, j'ai tout le temps un carnet de notes. Et j'ai sorti le truc et je lui ai dit, frère, on fait des bars comme ça, des triples bars comme ça, des bars comme ça. Et puis il m'a dit, ouais, on fait des trucs comme ça. Et 2 mois après, c'était une réalité, frère. Et il a fait le truc, je suis allé avec lui et je l'ai aidé à commencer. J'ai passé 2 mois en Amérique du Sud. Et puis, donc moi je suis allé en mars. En avril, fin avril, à la fin du 2e mois, on se dit, vas-y, pour vraiment commencer quelque chose, une vague, on va faire un événement. On a invité plein d'athlètes de partout. Et puis, on a invité Thomas et Tony Gast. Tony Je me Gaste. rappelle très bien. Ouais. Et Maury Dynamics. On a les a invités, eux les 3. Et on a dit, vous allez faire un battle. Et on va faire un petit peu de bruit, tu vois. Et frère, tu vois, l'Amérique du Sud, c'est fou. Les gens, ils sont venus en bus de la Colombie, frère, des bus de 36 heures, des trucs de fou, frère, pour être à cet événement. Et ensuite, quand les athlètes sont arrivés, on a fait des petits tours dans les écoles pour faire des shows pour les élèves et tout. Et je te promets, frérot, en 2 mois, on est passé de 0, 1 ou 2 personnes dans la gym à des vingtaines, des trentaines de gars tous les jours. C'est ouf, c'est ouf. Et mec, franchement, je peux te dire que le spot que tu décris là, avec les bars bleus et tout, même en Europe, mec, c'est culte, ce truc-là. C'est vraiment, c'est un lieu culte. Tout le monde a envie d'y aller, je te dis, tout le monde a envie d'y aller. Surtout les freestylers, vraiment les mecs qui font du freestyle. Le rêve, c'est d'aller là-bas et de freestyle avec les meilleurs, tu vois, d'Amérique latine. Ouais. Tu vois. moi, quand j'ai eu ça, je me suis dit, je suis prêt à y aller. Je suis prêt à y aller. Ouais. Vas-y, on fera ça. Je suis prêt à donner un bon billet pour m'entraîner, tu vois. Mais vraiment, je suis prêt à donner n'importe quoi pour aller m'entraîner là-bas. Donc, j'espère que j'irai un jour et tu viendras. Vas-y, on fera ça, frère. J'espère. Si Dieu le permet, frère, le Covid, ça se calme un petit peu, on fera un truc énorme. Putain, mais c'est ouf. Ouais. Donc là, t'es arrivé en 2020, là, du coup? Là, on est 2019. Début 2019, je suis là-bas. Ah, 2019. Donc, en avril 2019, on fait l'événement. Et c'est là où vraiment, j'ai senti que ça devenait international. Tu vois, ça devenait... Vraiment, je commençais à connaître des gens un petit peu partout. Et c'est là où je sens que dans mon mental, ça a ouvert une autre voie. C'est pas juste moi. Tu vois, c'est pas juste toi et toi en tant qu'athlète. C'est la culture et la communauté. La communauté, voir, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voir des gosses. Je suis complètement. Ouais. Exactement. Voir des gosses qui venaient après l'école, des gens d'Amérique du Sud, frère. Moi, je suis même pas sud-américain. J'ai appris l'espagnol et j'apprenais des 360 à des petits gosses et voir le plaisir dans les yeux, tu vois. Ça m'a fait quelque chose. Donc, ça m'a dit, tu es en train de faire quelque chose, pas juste pour toi, tu vois. Et ça, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est énorme pour moi, tu vois. Mais en ce moment-là, donc c'est ce qui était en train de se passer. J'ai rencontré Tony, on a fait des bonnes connexions. Je suis rentré aux States. Aux States, j'ai rencontré les Bar Sparta. Ils étaient aux States pour un Battle of the Bars, of the Bars LA 2019. Et moi et Jay, de la première seconde qu'on s'est parlé, frère, c'est comme si on se connaissait. On est devenus super potes. Ouais. On a cliqué comme pas normal, frère. Tu vois. Et on a cliqué. Alors, je suis en train de me rappeler, parce que je pense, je veux pas sauter d'étape, mais on a cliqué bien et on a passé ensemble 2-3 semaines ici à LA. Et il m'a dit, frère, dès que tu peux, tu viens à Londres. Tu vois. Donc, je me souviens, il y avait une compète, Calisthenics Cup, en Hollande. Okay. Et je sais pas si tu t'y connais, c'est Royal Bars qui faisait le truc.
Moi, je n'allais pas souvent aux compètes là-bas. Enfin, je suis jamais allé, je crois. Mais j'ai des collègues qui sont allés. Ok, donc il se peut que chronologiquement, j'ai sauté une petite étape, je sais pas quoi, mais je me rappelle Jay, parce que c'était... Ouais, peut-être c'était juste avant l'Équateur, en fait. Ouais, peut-être Battle of the Bars, c'était en fait avant. Ouais, mais vas-y. En gros, il m'a dit, viens, inscris-toi à cette compète. Moi, je suis juge. Il y avait Mélanie qui était juge. J'avais rencontré Mélanie aussi ici à Battle of the Bars. Donc, je me suis dit, vas-y, frère, je vais aller en Europe. J'ai tout le temps eu de la famille en France. Tu vois, le Liban, c'est un pays qui était sous mandat français. Donc, j'ai beaucoup C'est pour ça déjà que je parle français. Et j'ai tout le temps eu de la famille qui était un petit peu en France. C'est un petit peu comme le Maroc et la France. Alors, je suis allé en France. Ensuite, je suis allé UK pour voir Jay et les Bar Sparta. Et c'est là où on s'est rapprochés encore plus. Et puis moi et lui, on est allé en Hollande. Et j'ai fait la compète. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer vraiment la communauté européenne. J'ai rencontré des Français. À l'époque, il y avait Julian. Il faisait du statique. Julien. Il y avait Colin. Il faisait du statique. Ouais. Et c'est là que j'ai remarqué, les Français, ils sont chauds en statique, tu vois. Mais frérot, il y avait un Français qui posait du flow de ouf. Je sais plus il est où maintenant. S'il voit cette vidéo, frère, j'espère que tu vas bien. Il s'appelle Noé. Je sais pas si tu connais. Noé. Noé comment? Ouais. Son Insta, c'était Noé King. Et c'était... Bro, il était stock, le gars, tu vois. Je sais plus s'il est sur Insta. Je vois exactement de qui tu parles. C'est un gros... Ouais, mais on l'a plus revu. Ouais, je le revois plus, mais c'était un gros frérot stock, un petit peu métis, et il était super sympa. Il était strong, il était super fort. Bro, il posait des muscle-up 540, et il était chaud, frère. Et je me rappelle, il y avait plein de gens dans le tournoi, et j'ai pris 3e place. J'ai perdu, en fait, en semi-finale contre Dan Rosenberg. Okay. Mais c'était ma première fois où je place podium, compète internationale. Donc, tout ça, c'était en train de me chauffer, tu vois. Et je me disais, vas-y, je vais y aller plus dur. Ok, on a eu l'épisode Équateur. Puis, je suis rentré aux États-Unis. Et été 2019, c'était mon 2e Battle of the Bars. C'était Battle of the Bars, je pense, 29, Anaheim. C'était un tournoi. J'ai perdu en demi-finale contre Brazilian Blue. Je sais pas si tu connais. Je vois exactement qui c'est. Et c'était un battle super proche, frère. Vraiment. Et moi, tu vois, je te dis, pour les gens qui me connaissent, quand je perds, je te dis je perds, tu vois. J'applaudis pour la personne, tu vois. C'est comme ça. Mais ce battle-là, je sais pas. Erreur de jugement. Je te dis, je sais pas, tu vois, je sais pas. Parce que plusieurs personnes sont venues me dire, frère, je sais pas si t'as perdu ce battle ou pas. Mais pour moi, je me suis dit, écoute, je sais pas, c'est ce que c'est. Mais je te dis, c'est un des seuls battles de ma vie qui est resté. J'ai pas pu bien l'avaler, tu vois. Parce que je me suis dit, putain. Mais, grâce à Dieu, parce que ce battle, c'était le qualificatif pour Battle of the Bars Dubaï. Ok. Donc, je voulais vraiment le gagner, frère, tu vois. Et quand j'ai pas gagné, j'étais un petit peu détruit. Mais en fin de journée, j'étais en train de freestyler sur les bars, à la fin de la compète et tout. Brandon Cosso, le CEO de Battle of the Bars, il vient et il me dit, viens, je veux te parler. Et je lui dis, il y a quoi, frérot? Il me dit, écoute, toi, déjà, tu as fait un progrès de ouf. Moi, je te vois depuis ton premier battle contre Milton. Et il m'a dit, je sais que tu es du Moyen-Orient et nous, on veut des athlètes de partout dans le monde dans la compète de Dubaï. Donc moi, même si tu n'as pas pris la première place, je veux t'inviter à l'événement de Dubaï. Bam. Et, ça, c'est bon, ça. Ouais, frère, ça, c'était, tu vois, c'était le... Tu vois, j'ai vraiment... Je l'ai senti dans le cœur. Vraiment, j'avais les larmes aux yeux. Je lui ai dit, frérot, merci. Tu vois, je te remercie. Et ça me donne la force. Et je vais m'y mettre encore plus. Et tu verras, tu vois, tu verras. Et il m'a dit, ouais, je vais te mettre dans la compète de Dubaï. Et en fait, dans le compète de Dubaï, il y a un gros tournoi de 16 man. Et puis, il y a 5 1v1, tu vois. Ouais. Donc, il m'a dit, on va te mettre dans le tournoi. Mais il m'a dit, écoute, ça va être chaud. Tu vois, il y a les meilleurs du Maroc, de l'Espagne, de tadati, tatata, tu vois.
Donc, moi, je me suis dit, vas-y, frère. Déjà, d'être invité à cet événement, j'ai gagné. Tu vois, je suis gagnant. J'ai pas besoin de gagner ni rien. Je me sentais gagnant parce que cet événement, je l'ai vu dès le début. De 2016, quand Eric a gagné. 2017, quand Eric a gagné. 2018, quand Eric a gagné. Tu connais, frère. Tu connais. C'est des événements iconiques. Tu vois. Pour moi c'est l'UFC version calisthenics. C'est ça. C'est quand tu rentres là-dedans, c'est l'UFC, c'est la NBA. Exactement. Donc, alors là, j'étais chaud, frère. Là, c'était été 2019. J'étais chaud. J'étais au top de mon game. Planche, pas planche, etc. Les combos, 4-5 moves combos, les planches sur la barre, etc. Donc, je me sentais bien. Et je me suis barré en Europe en été. Déjà pour voir la famille, pour rentrer au Liban. Et je voulais faire le championnat du Liban une seconde fois. Et je voulais vraiment, cette fois, essayer de gagner le championnat du Liban. Et peut-être aller à Moscou, faire le WSWCF, parce que c'était un qualificatif pour Moscou. Ok. Mais en fin de compte, je suis rentré. Déjà, j'ai passé beaucoup de temps à Paris. C'était la première fois, cet été-là, 2019, où je deviens familier avec vraiment les Parisiens et les Français, tu vois, la culture du street en France. Il y a Guénin, il m'a accueilli déjà, bien sûr je dormais chez ma famille, mais il m'a accueilli en termes de... il m'a pris partout, dans les salles. Il m'avait parlé de toi. Ok, vas-y. Ouais, Guénin, c'est un super bon gars, et s'il voit ça, Guénin... T'es mon gars, frère. Ouais, on a cliqué en plus, on a un petit peu le même mental, moi et lui. Donc, il m'emmenait dans plein de spots pour faire, tu vois, les spots de street iconiques de Paris, etc. Et je voyais Julian, j'ai rencontré Yann, OTZ. Phoenix. Ouais, il est super cool, super chaud. Ensuite, attends, je réfléchis. Ouais, Yann, Adèle. Ouais, il y avait un gars, je sais pas, il est où là, mais il s'appelait Daryl. Super cool, Daryl. Je sais pas si tu connais, mais il faisait des vidéos aussi. Mais vas-y. J'ai rencontré un petit peu, tu vois, des gens. Attends, ce son, ça va, ouais, ça te dérange pas. Non, j'entends pas, t'inquiète. Ok. Alors, cet été-là, je me suis vraiment familiarisé avec l'Europe. Après, je passais du temps à Paris. Après, je suis allé à Londres. J'ai passé peut-être 2 semaines avec les bars Sparta. J'ai rencontré plein de gens du UK, Goku et Sensei. Je l'ai bien rencontré cet été-là. Et je m'entraînais tous les jours, frère. Je devenais de plus en plus fort. Les planches push-ups, ça arrivait un petit peu. Les Hefesto, les trucs, tu vois, les mouvements un petit peu plus avancés. Les Maltaises, ça s'approchait un petit peu. Et tout ça dans ma tête, moi, je me préparais pour Dubaï. Ensuite, je rentre au Liban. Je fais le championnat du Liban. Je prends 2e place. Un petit peu cassé les couilles, j'avais envie d'aller à Moscou, mais vas-y, je l'ai avalé, j'ai pris 2e place. C'est bien. Ouais, ça va, c'était bien, tu vois, c'était un niveau, cette année, 2019, ils avaient un bon niveau, les gars. Et là, je suis rentré aux États-Unis, fin été 2019, et je me préparais Dubaï, c'était décembre 2019. Et moi, août 2019, j'étais aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, t'as quoi, 5 mois pour te préparer. Donc, je taffais, frère. Je taffais. Tu vois, tu connais. Street, tous les jours, entraînement 3-4 fois par semaine. Freestyle 2 fois par semaine. Statique 4 fois par semaine. Et puis, j'ai fait un petit voyage en Équateur pour aider mon pote de nouveau. Ouais. En fait, non, j'avais une compète à Miami, le UFCL. Il y a trop de compètes. Il y avait trop de compètes, frère. Le Call Out, le UFCL. Cette année, ouais, de 2018 à fin 2019, j'ai fait peut-être 12 compètes. Ouais, j'étais dessus, frère. Tu vois, je voulais vraiment l'expérience et tout. J'ai fait une compète à Miami où j'ai revu les bars Sparta, j'ai revu Starboy, Jay. Et puis, je me suis barré en Équateur pour 2 semaines. Et je me préparais pour Dubaï. Et je me suis pété ici un truc, un muscle. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon rotator. Je me suis pété quelque chose. Okay. Et ça m'a ralenti un petit peu. Mais c'était octobre 2019. Mais je me suis dit, quoi qu'il se passe, frère, je suis à Dubaï. Quoi qu'il se passe. Ça t'a pas empêché de faire la compétition?
Écoute, ça m'a ralenti un petit peu. J'ai dû me reposer pendant 3 semaines pour me remettre. J'arrivais pas trop à faire de la tirée, mais de la poussée, tranquille. Tu vois, freestyle, tiré et freestyle pendant 3 semaines, j'ai rien fait. Et je faisais que de la poussée, mais ma planche, elle a vraiment décollé durant ce temps, tu vois. Si tu fais que ça... Exactement. Et puis, vers fin 2019, je m'étais remis un petit peu, je mettais tous les collants, là, le tape, les trucs comme ça. Les straps, là, je vois. Ouais, exactement. Et puis, fin 2019, fin novembre 2019, je suis allé à Dubaï. En fait, je suis allé en Europe, et puis une semaine plus tard, je suis allé à Dubaï. Et là, c'était le rêve, frère. J'étais avec tous les athlètes à Dubaï, c'est un fucking rêve, tu vois. Et quand t'es avec eux, frère, ils s'occupent bien de toi, tu vois. Tous les jours, il y a des activités, on te prend à la plage, on te prend faire des photos par-ci, photos par-là. Plein de trucs, mec. Ils nous ont pris voir un cirque. Super cool, un cirque du style Cirque du Soleil, genre des acrobaties de ouf. Plein de trucs, faire du jet ski à la plage, plein de trucs. C'était vraiment, vraiment magnifique. Et puis, le jour de la compète, alors c'était chaud. Il y avait trop de bons athlètes, tu vois. Il y avait des gars du Maroc qui posaient des super 540. Il y avait Ali, le frère de Ali Street Workout, il posait des 720. Il y avait Marc, l'Espagnol, Dr. Marc, il avait des planches de fou, frérot. Des planches, des one-arm, des trucs de fou. Mais moi, je sais pas, c'était la première compète, frère, où j'avais pas trop la pression. Parce que dans mon cœur, j'étais déjà gagnant. Je suis là, tu vois. T'étais préparé à ça aussi. Ouais, j'étais préparé, je m'entraînais. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un niveau plus grand que le mien, honnêtement, je te dis. Mais la pression mentale, elle y était pas parce que je me sentais gagnant. Tu vois, frère, je suis un gagnant parce que je suis là. Tu vois, dans mon cœur, j'étais content. Et premier battle, je gagne. Deuxième battle, quart de finale, je gagne. Troisième battle, semi-finale, je gagne. Okay. Et frère, tu vois, c'était le fucking rêve. Alors là, je suis en finale. J'étais dans un trip, frère. Désolé, tu vois, mais j'étais dans un trip, frère. Je regarde autour de moi. Eric Ortiz qui me dit, vas-y. Déjà, pour moi, voir Eric Ortiz. Et il me dit, vas-y. Et Roger et Tony Ga et tout le monde était là-bas, frère. Et ils étaient tous en train de me dire, vas-y, tu peux. Et j'étais en finale. C'était fucking ultime. Je me rappelle le moment. Contre Dr. Mark. Ok, d'accord. Et je me rappelle le moment, Brandon de WCO, il vient, il me regarde, il me fait, frérot, t'es en finale. Tu t'imagines? Et moi, je me suis dit, je m'imagine pas. Mais je me suis dit, vas-y, quoi qu'il se passe, je vais faire ma meilleure performance et je vais donner tout ce que je peux. Et là, déjà, je vais t'envoyer la vidéo parce que tu vas rigoler. Frère, je la mettrai. Le plus grand fail de ma vie, frère. J'ai failli mourir. Je saute sur la barre. 360. Giant. Je veux un giant plus grand. Je fais un second giant énorme. Je passe le mix pour passer le alley-oop. Et ma main, au lieu de tenir la barre comme ça, j'attrape la barre comme ça. Et je lâche en plein milieu du giant, frère. Je suis en train de voler. Je dépasse le matelas. Je vois le sol. Et je rentre la tête. Je fais un front. J'atterris sur ma tête en haut, frère. Patate, éclaté, frère. Putain. Ouais, et il y a tout le monde qui saute tu vois, des gradins et tout. Ils viennent me voir, ils disent ça va. Et moi, frère, je voyais rien. Littéralement, je voyais du blanc. Et genre, j'avais je sais pas ce que j'avais. J'ai atterri sur la tête. Tu vas voir la vidéo, tu vas péter de rire. Pire fail de ma vie. Et tu vois, je regarde ça maintenant. Et c'est parce que j'ai tout donné. J'ai tout donné à 100%. Et j'ai donné un petit peu trop. Parce que dans ma tête, c'était... Vas-y, je me suis dit, frère, même si je meurs, je vais passer le combo. Et j'ai mis un petit peu trop de force. Mais je me souviens, c'était le premier round, frère. Et Marc, tu vois, pendant que moi, j'ai les soins, ils sont en train de voir ce que j'ai, je leur ai fait, pousser, je vais finir le battle. Et Brandon, il me fait, non, tu peux pas finir, il faut qu'on te prenne. Je lui dis, non, je vais finir. Pour le guerrier. Et je me rappelle le moment là où
je t'enverrai aussi la vidéo. Je tiens les barres, frère, et je me dis, je vais pas faire je pouvais pas faire du freestyle, je pouvais même pas voir devant moi, mais je vais faire des planches et des fronts parce que c'est ce que je sais faire. Et je me rappelle, voir Eric, tout le monde en train de crier, et toute la salle était en feu, frère, quand j'ai décidé de continuer. Ça m'a chauffé, frère. J'ai fini le battle. J'ai pas gagné parce que je me suis pété la gueule sur le premier round, mais j'ai pris 2e place à Dubaï. Tu vois, ils m'ont donné le chèque, ils m'ont mis sur le podium. Et pour moi, frère, tu vois, pour moi, j'étais au top. Hein. Ouais, pour moi, j'étais au top, frère. Après, ils m'ont pris à l'hôpital pour voir si j'avais quelque chose. J'avais pas grand-chose. Mais, tu vois, ça m'a fait mal pendant quelques semaines après. Mais, frérot, c'était vraiment c'était un des sommets, tu vois, pour moi. Et puis après ça, 2020, je me souviens, le dernier truc qu'on a fait en 2020, c'est que j'ai quitté Dubaï, je suis rentré au Bled pour faire Noël avec la famille, et puis je suis rentré à New York pour le call-out. Ouais. Et au call-out, tout le monde a chopé le corona, frère. Ah ouais? Tout le monde. Ouais, parce que ils ont annoncé le corona en février 2020, mais le corona, c'était ambulant depuis décembre, frère, tu vois, c'était... Et à New York, en janvier 2020, tout le monde, il y avait Dan, Tom, moi, Tony, Thomas, il y avait des athlètes de partout. Tout le monde est tombé malade, frère. Et moi, je te dis, je pense vraiment que c'était le corona, tu vois. Mais après ça... tu vois, c'était le corona, c'était le lockdown, c'était tout le monde chez soi. Et ouais, j'ai passé l'année à faire des planches dans ma maison, frère. Là, t'as bien progressé en statique, là? Ouais, 2020, c'était vraiment l'année où j'ai unlock plusieurs presses. Tu vois, j'avais ma full 15 secondes, j'avais la maltaise presse, ou bien la white press, elle venait. Plusieurs trucs. En 2020, j'ai vraiment poussé mon niveau en statique. Et ensuite, quand les plages ont commencé à rouvrir vers la fin de 2020, j'ai recommencé à pousser mon niveau en dynamique. Et vers fin 2020, j'étais à mon meilleur niveau, je dirais, pour l'époque. Pour l'époque, c'était mon meilleur niveau. Et puis, je suis allé janvier 2021, on s'est retrouvé en Équateur. Moi, Mauri, le gars qui habite là-bas, et Tony Guest. On est allé, on a passé 3 semaines là-bas, c'était super cool, on s'est trop entraîné. Mais frère, alors je te dis pas, le overtraining tous les jours, le manque de sommeil parce que t'es avec les potes, tu dors 4-5 heures par soir. Tu vois, les voyages en voiture, t'es démonté, t'es fatigué, tu manges pas bien, etc. Et vers la dernière semaine avant que je quitte, on était à la plage, en train de faire des combos, une grosse sèche. Et je me souviens très bien ce matin-là, j'avais senti quelque chose dans le coude. Je m'étais dit, ouais, le coude, il va pas bien. Ah oui, t'avais déjà senti avant... J'ai senti un petit truc dans le coude le matin, là. Je me rappelle, j'avais ramassé mon sac à dos. Je me suis dit, ah ouais, je le sens. Alors, je me rappelle, la pensée que j'ai eue, c'est, écoute, t'es en train de train trop de planches. Supi, trop, t'es vraiment en train d'abuser. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter les planches pendant 1 semaine. Tu vas faire 1 semaine de repos. Tu vas laisser tes tendons récupérer. Et tu vois, tu vas laisser tout ton système nerveux récupérer. J'étais assez intelligent pour avoir cette pensée, tu vois. Mais j'étais pas assez intelligent pour ça n'a pas suffi. Tenir. Ouais, donc j'arrive à la sèche. C'était le même jour, on avait une grosse sèche. C'était la dernière sèche, frère. Et je me souviens, on était en train de s'échauffer. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais juste m'échauffer pour l'agilité. Je vais faire des swings, je vais faire des pull-ups. Mes 0 planches, aujourd'hui, je vais même pas échauffer mes planches. Tu vois, je vais rien faire parce que je vais pas faire de planches. Alors, on commence, ça pose des petits combos à droite et à gauche. Ensuite, je pose un bon combo. Je me rappelle, c'était 3-6, 5-4, Ganger. Ensuite, 5-4, Shrimp, Giant, 5-4. Je pose le 5-4 et tout le monde est en train de crier « Ouais, vas-y !» Et je me rappelle, quelqu'un me dit « Vas-y, planche !» Ah non, t'es tombé dedans. Et dans ma tête, je me suis dit « Vas-y, nique sa mère. » Excuse-moi pour le mot, mais tu vois, je me dis « Vas-y, nique sa mère. » Combien de fois dans ma vie j'ai fait une planche, ça va rien me faire. Je monte
clac, je pose la suppique comme ça. Ouais, suppique comme ça, frère. Je pousse. Tu vois, et dès que je pousse, je sens que tous mes muscles secondaires, donc pas le primaire, pas les épaules et le biceps, mais les secondaires, dès que je pousse, tous mes muscles secondaires, ils lâchent. Dès que mes muscles secondaires ont lâché, au lieu de lâcher, j'ai poussé avec les bras et j'entends crac. Et je descends de la barre, frère, et je regarde et mon biceps, il était pas là, il était là, frère. Il était tout en haut, frérot. Et je regarde mon bras comme ça, je regarde mon pote Mary, et je fais, frère, I tore my bicep, j'ai démonté mon biceps. Et frérot, c'était fou, tu vois, c'était un moment très bizarre, je vais dire ça. Alors, c'est pas que je me suis écroulé tout de suite, ça m'a pris un moment, et tu vois, quand tu te fais mal, tout le monde vient autour de toi et tout le monde pense qu'ils sont médecins, mais en ce moment-là, j'ai dit à tout le monde, s'il vous plaît, vous vous éloignez de moi parce que là, il faut juste... Et je me rappelle, il y avait Tony, et Tony, dès qu'il m'a vu, il a eu les larmes aux yeux, et il a senti, tu vois. Avant moi-même, il a senti ce que ça veut dire, ce qui s'est passé. Et il m'a emmené, on était à la plage en Équateur. Il m'a amené au bord de la plage, on s'est posé 2-3 secondes. Et je lui ai fait, mec, je veux rentrer, je sais pas ce que je vais faire. Et ce jour-là, c'était un des jours les plus difficiles de ma vie, frère, je te mens pas. Tu vois, dès qu'ils m'ont emmené, on est rentré dans le Airbnb où on était. Et frère, je me suis écroulé. Genre, j'ai commencé à pleurer et ça faisait... J'ai beaucoup de mal à pleurer, moi. Je te dis la vérité, il y a plein de fois dans ma vie où j'ai de la peine et j'ai envie de pleurer parce que ça soulage et je réussis pas. Mais ce jour-là, frère, je me suis écroulé. J'ai commencé à pleurer comme un petit garçon, frère. Et bizarrement, ma maman m'a appelé. Ma maman, elle habite en Afrique. Elle habite au Mali. Ok. Et elle m'a appelé et je lui ai fait, tu vois, c'est ce qui s'est passé, nanani, nanana. Et d'habitude, ma mère, elle s'inquiète trop pour moi, frère. Tu vois, quand il y a quelque chose, direct, si je lui dis « Allô, maman », elle me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Tu vois. Mais cette fois, c'était le contraire, tu vois. Elle m'a entendu, elle m'a fait « Écoute, je sais pas pourquoi, mais je suis pas trop inquiète pour toi. Je sens que ça va y aller, tu vois. » Et quand elle m'a dit ça, ça m'a beaucoup soulagé. Tu vois, dans l'esprit, tu vois, quand ta maman, elle te dit quelque chose, frère, ça... Je pense que ça a un effet, donc ça m'a soulagé. Je me suis calmé comme ça. Et je me souviens, à ce moment-là, c'était le coucher du soleil. On était dans l'Airbnb. Tony et Mary et Steve Olmos, le quatrième, notre poteau, il était là-bas avec nous. Les trois, ils m'ont vraiment, tu vois, ils m'ont entouré. Ils m'ont dit, frérot, on est là pour toi, t'inquiète. Et Mary, 2 ans avant, il avait eu la même blessure. Ok. Tu vois. Donc, il m'a dit, écoute, frère, moi, je m'y suis remis, tu vois. Et il y avait toutes ces informations qui étaient dans ma tête et moi j'étais encore un petit peu triste, j'ai beaucoup pleuré ce soir-là et je me rappelle il y avait un moment dans la soirée où j'ai juste senti, je me suis dit écoute frère, tu as 28 ans, tu vois, c'est soit ça t'arrête, soit ça t'arrête pas, tu vois, c'est toi qui décides, mais décide maintenant, tu vois, décide maintenant. Et j'y ai médité un peu, j'y ai pensé, j'ai prié. Et j'ai senti dans mon cœur, frère, que non, c'est pas la fin. Et pas c'est juste, c'est pas la fin. Ouais, pas juste, c'est pas la fin. Tu vois, j'ai surmonté tellement de trucs dans la vie que pas juste je vais surmonter ça, mais je vais surmonter ça pas juste pour moi-même, mais pour tout le monde qui va passer par ça, pour leur montrer que même à 28 ans, même péter le biceps, même tout ce que tu veux, frère, tu peux le faire, tu vois. Et la bataille, je l'ai gagnée ce soir-là, tu vois. Après, c'était facile, je te dis. C'était pas court, et c'était long, et c'était chiant, mais c'était facile. Parce que ce soir-là, j'ai gagné la bataille, pour moi, tu vois. J'ai décidé que quoi qu'il se passe, moi, je vais me remettre, et whatever it takes, quoi que ça prend, moi, je me remets, tu vois. Et... Après, frère, c'était, tu vois, le processus de la blessure. Tu peux, si tu as des questions ou quoi que ce soit, je peux... En fait, ouais, ce soir-là, c'est le moment où t'as
as débloqué ici. Et en fait, c'était le plus important. Du moment que tu t'es dit, c'est bon, c'est possible, faut faire comme ça, c'est bon, je le fais. Le processus, comme tu dis. C'est trop inspirant ce que tu dis. Je pense il y a des personnes qui vont se retrouver en toi, d'autres qui vont utiliser ton histoire pour appliquer tout ça. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Tu me dis que tu partais... non, t'inquiète frère. Mon rendez-vous, il s'est fait pousser par 25 minutes. Donc, autant que tu veux, t'inquiète frérot. Parce que, en vrai, là, on a parlé des 2 plus grosses parties de l'interview. Maintenant, j'ai énormément de questions. Je sais qu'on ne pourra pas continuer comme ça, sinon on va parler pendant 6 heures. Ce que je te propose et à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'on le fasse en 2 parties. Parce que là, ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Et du coup, là, j'ai énormément de questions. J'ai envie de parler de ta blessure. J'ai envie de parler du street workout au Liban et dans tous les pays que tu as fait, et notamment aux États-Unis. Yes. J'ai envie de parler de tes inspirations, tout ça, de la suite. Donc, est-ce que tu es chaud pour qu'on le fasse en 2 épisodes ? Sans doute, frère. Je suis à fond dedans. Ce premier épisode, ça sera vraiment l'épisode interview pour connaître ton histoire. Et je pense que les gens vont vraiment kiffer parce qu'au moins, tu es transparent et t'inspires que de... Enfin, même avec des galères, c'est possible. Et tu es en train de le montrer et tu montres que il y a une part de hasard, mais il faut quand même provoquer la chance. Et yes. Je pense que tu es d'accord avec ça. Et il faut faire ce qu'on aime et tout. Il y a beaucoup de passion, je sens qu'il y a beaucoup de passion. Tu fais tout ça pas que pour toi, mais pour la communauté. Même au niveau des rencontres et tout, je sais que c'est super important pour toi. Comme pour moi, justement, les rencontres qu'on fait grâce à ce sport-là. Là, j'ai encore plein de choses. Je veux que tu me dises encore plein de choses à propos de ça. Donc, je pense qu'on peut le faire en 2 épisodes. Je pense que les gens vont être d'accord avec nous. Comme ça va le faire en 2 parties, ça va être mieux. Avec plaisir. Je pense qu'on va dire au revoir à nos auditeurs maintenant. Et puis on pourra continuer. On peut continuer si tu veux sur la 2e partie. Mais juste histoire que ça ne dure pas 2 heures. Mais voilà, j'ai vraiment envie de continuer parce que je pense que tu as encore plein de choses. Yes frérot. Et 100%. C'est une bonne idée. Et on va dire, on va souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et un bon training à tous les auditeurs. Et à la prochaine justement pour le prochain épisode qui arrivera je pense la même semaine. Donc bon training à tous, salut. Vas-y, salut les gars.